Salut la communauté des mots, bienvenue, welcome. Alors je suis désolée, je porte un masque parce que je préfère rester prudente. C'est le 4e à voix haute, je suis trop contente de vous retrouver. J'attaque directement la lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi aujourd'hui? J'ai choisi Celle que vous croyez de Camille Laurence. Donc, Camille Laurence anime un atelier à l'école en juillet. Pour ceux qui sont intéressés et qui aiment cette autrice, je vous recommande de vite prendre votre place parce que je ne pense pas qu'il en reste énormément. J'ai découvert Camille Laurence, qui est une autrice assez fameuse, par ce livre personnellement qui a été publié en 2016 et par un autre livre qui s'appelle Philippe, mais que je ne recommande pas aux mamans, mais qui est un livre magnifique. Celle que vous croyez a aussi été adaptée au cinéma d'ailleurs, avec Juliette Binoche. Le pitch, c'est une femme qui doit avoir une cinquantaine d'années, qui se crée en fait un profil sur Facebook pour espionner son amant, enfin son compagnon. Et en fait, par cet intermédiaire, elle va rentrer en contact avec un homme qui s'appelle Chris, et ils vont commencer à échanger des messages. Et petit à petit, tout va s'en mêler, le virtuel, incarné par Facebook et par ses relations numériques, et la réalité de leurs sentiments. J'ai créé mon avatar en me fabriquant une identité de fille passionnée de photos. Sur mon profil, j'ai mis l'image d'une brune trouvée sur Google, le visage entièrement masqué par l'objectif d'un Pentax. On ne voyait que ses cheveux. J'avais déduit du survol de ses photos d'amis qu'il préférait les brunes. J'ai indiqué que j'avais 24 ans, 12 de moins que lui, au lieu de 12 de plus. Que j'habitais en région parisienne, mais que je voyageais beaucoup. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Avant de lui faire à lui une demande d'amitié, histoire de l'appâter sans éveiller ses soupçons, j'ai engrangé sans les connaître quelques dizaines d'amis en rapport avec l'image ou la mode. Des gens comme lui, cool, swag, branchés, contents d'eux et amis du genre humain. Il m'a tout de suite accepté. C'est même lui qui a pris l'initiative de la conversation parce que j'avais liké une de ses photos. La conversation avec Chris s'est développée très naturellement. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, si j'habitais Paris. J'ai inventé que je travaillais dans l'événementiel, j'organisais des performances en lien avec la mode. J'étais mal payée, éternelle stagiaire, mais je voyageais pas mal et je me construisais un CV. Je n'avais que 24 ans après tout, et j'habitais Pantin. Assez vite, je me suis prise au jeu, et assez vite, ça a cessé d'être un jeu. Les premiers temps, je me dépêchais de rentrer de la fac après mes cours et je me précipitais sur mon ordinateur. « Oh la geek, maman !» disait mon fils aîné. À l'époque, il avait 13 ans. Je regardais à peine mon vrai compte Facebook où j'étais sûre de ne pas trouver grand-chose, et je me connectais à mon faux profil. J'avais choisi mon pseudo avec soin. Claire, par désir de garder mon prénom, si ironique soit-il, Antunes, parce que c'est un nom étranger et aussi celui d'un écrivain. Vous connaissez Antonio Lobo Antunes, un grand romancier portugais? Vous devriez, il est psychiatre de formation. Mais maintenant, il ne fait plus qu'écrire, je crois. D'ailleurs, que faire d'autre? Voilà, c'est un roman très étonnant, avec une construction qui n'est pas du tout linéaire, qui est construite sous forme d'enquête. C'est passionnant, vous allez vraiment... c'est un roman qui se lit, qui se dévore, voilà. Avec la langue de Camille Laurence, qui est extrêmement précise et en même temps sans flonflon. Donc extrêmement poétique et en même temps sans pause. Voilà, c'est pas une personne qui pose. Voilà, c'était un extrait de Celle que vous croyez de Camille Laurence. J'en profite juste pour vous montrer mes 3 nouvelles lectures de la semaine, qui sont les lectures recommandées par notre responsable éditorial. Nous avons, je ne sais pas si vous les avez déjà lues, mais je suis tellement enthousiaste à l'idée de commencer la lecture que je vous les partage. Écrire de Marguerite Duras, c'est pour tous ceux-là qui s'intéressent aux ateliers d'écriture. L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint, donc comment résister à un titre aussi alléchant, et L'atelier noir de Annie Ernaux. Voilà, c'est mes 3 nouvelles lectures que je vous partage.
Et je vais donner la parole à Charlotte, notre responsable éditoriale. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture pour ceux à qui j'aurais donné envie de lire ce livre magnifique. Bonjour, alors moi je vais vous lire Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. S'il fallait garder une raison, mais non, il y en a beaucoup plus, peut-être 4. C'est sans doute, il a été écrit en 1977, mais c'est sans doute le plus grand livre sur le sentiment amoureux, par sa forme, avec des fragments. C'est une forme à laquelle je crois beaucoup et je pense qu'on va y revenir. Et puis parce que c'est un livre qui a cet équilibre fou et cette prouesse d'avoir la sensation que tout est écrit déjà et qui pourtant met en mouvement d'écriture. Et puis parce que, et surtout, Julie Estève vous propose cet été un atelier par correspondance pour réécrire Fragment d'un discours amoureux. Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux et Julie Estève, je pense qu'il y a quelque chose à pas manquer. Je vais vous lire plusieurs passages évidemment. La nécessité de ce livre tient dans la considération suivante, que le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. Ce discours est peut-être parlé par des milliers de sujets, mais il n'est soutenu par personne. Il est complètement abandonné des langages environnants, ou ignoré, ou déprécié, ou moqué par eux, coupé non seulement du pouvoir, mais aussi de ses mécanismes. Lorsqu'un discours est de la sorte entraîné par sa propre force dans la dérive de l'inactuel, déporté hors de toute grégarité, il ne lui reste plus qu'à être le lieu, si exigu soit-il, d'une affirmation. Cette affirmation est en somme le sujet du livre qui commence. Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. L'émoi vient d'un double contact. D'une part, toute une activité de discours vient relever discrètement, indirectement, un signifié unique qui est « je te désire » et le libère, l'alimente, le ramifie, le fait exploser. D'autre part, j'enroule l'autre dans mes mots, je le caresse, je le frôle, j'entretiens ce frôlage, je me dépense à faire durer le commentaire auquel je soumets la relation. Dans les lettres qu'il envoie à son ami, Werthert raconte en même temps les événements de sa vie et les effets de sa passion. Mais c'est la littérature qui commande ce mélange. Car si moi, je tiens un journal, on peut douter que ce journal relate à proprement parler des événements. Les événements de la vie amoureuse sont si futiles qu'il n'accède à l'écriture qu'à travers un immense effort. On se décourage d'écrire ce qui, en s'écrivant, dénonce sa propre platitude. J'ai rencontré X en compagnie de Y, aujourd'hui X ne m'a pas téléphoné, X était de mauvaise humeur. Qui reconnaîtrait là une histoire ? L'événement infime n'existe qu'à travers son retentissement énorme. Journal de mes retentissements. Qui y comprendrait quelque chose ? Seul l'autre pourrait écrire mon roman. Et la phrase, s'il ne devait en rester qu'une, de phrases de Roland Barthes, que je vous invite à écrire et à copier au-dessus de votre bureau d'écriture. Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre. Savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime. Savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas. C'est le commencement de l'écriture. Je vous laisse en compagnie de Roland Barthes et d'Alban qui va vous lire Chloé Delhomme. Bonjour, alors moi j'ai choisi de vous lire un passage de Chloé Delhomme, Les sorcières de la République. Chloé Delhomme va animer un atelier, un nouveau format d'atelier qui s'appelle Les Journées avec, qui se dérouleront en juillet sur toute une journée et c'est un format de 6 heures. J'ai choisi Les sorcières de la République parce que c'est un livre qui est à la fois féministe et politique, qui selon moi est encore très d'actualité. Alors, le samedi 12 janvier 2013, au Forum des Halles, des femmes se divertissent en faisant du shopping. Des babioles pour une bagatelle. Silhouette fluide et tendance à moins de 40 €. Pas besoin de sortir de Delft pour deviner le réel au creux de l'étiquette. Les eaux du Bangladesh sont devenues violettes sous l'effet du cyanure et des produits toxiques rejetés par les usines de l'industrie textile. Des articles ont été écrits, des enquêtes sérieusement menées, des documentaires diffusés. Silhouette fluide et tendance à moins de 40 €. Sans même consulter l'étiquette, ces femmes et ces jeunes filles sont conscientes. En 2013, entendez-le, les crocs de l'industrie textile. Aucun consommateur ne pouvait dire « je ne savais pas ».
Mais résister est difficile, d'autant que le mal est fait et le produit si disponible. Combinaison soyeuse, boléro fausse fourrure et escarpin rose nude. Y renoncer, ce serait gâcher. Si ce n'est pas moi, ce sera une autre. Certaines ont pensé ça, ce samedi-là, pendant les soldes, juste avant de disparaître dans le coin des cabines. Ne parlez pas de terrorisme, mais d'entreprises criminelles, de prise d'otages physiques, d'abus de faiblesse, d'empoisonnement. Le Bangladesh a existé. Ses eaux sont devenues violettes, sa terre s'est gorgée de cyanure. Les cultures irriguées ont charrié des cancers, principalement celui des testicules. Le maïs, chaque saison, stérilisait davantage d'individus. En 2013, le Bangladesh était le 7e pays le plus peuplé au monde. La crise écologique mondiale, les catastrophes économiques, l'épuisement des ressources humaines. Aujourd'hui, le Bangladesh n'existe plus. Et à peine 10% de la population a eu le temps de migrer avant que la mer ne reprenne ses droits. La pudeur aurait dû leur faire porter le deuil et changer de penderie à toutes celles que vous appelez abusivement victimes. Oui, j'ai bien dit abusivement. N'en déplaise aux avocats de la partie civile, notre action n'a fait aucun mort et il n'y a pas eu de blessés. Les internements, ça ne compte pas. Les dépressions post-traumatiques, à la rigueur, mais bon, il faudrait vérifier chaque profil quand même, et ses antécédents. Je vous demande de visualiser. 3200 mètres carrés. La foule, les corps, la densité, les coudes à coude, la chaleur et l'odeur de sueur, les parfums lourds, de jeunes haleines, sur 3 niveaux, pour s'exposer volontairement à cette situation. L'avidité fébrile, l'hystérie collective, les chenilles humaines piaffant aux caisses, pour éprouver du plaisir dans le piétinement, la cohue aux escalators, la bande-son, les cordons, la mêlée. Je vous demande de vous interroger. N'avait-elle pas déjà un grain? Voilà, je vais vous laisser avec Mathilde. Bonjour, alors moi je suis Mathilde. J'ai aujourd'hui fait le choix de vous parler d'un livre qui s'appelle Douleur exquise de Sophie Calle. Alors Sophie Calle, qui est-elle? C'est une artiste qui prend pour source son œuvre, au même titre que beaucoup d'auteurs. Et du coup, il y a cet endroit commun entre la littérature et les œuvres d'art qui est l'intimité, la mythologie personnelle. Alors, douleur exquise, c'est un terme médical qui veut dire, qui traduit l'idée d'une douleur très vive et très précise. Voilà. Et en fait, elle a écrit ce livre qui... le point de départ, c'est un voyage. Et donc, je vais vous lire ce qu'elle en dit. Je suis partie au Japon le 25 octobre 1984, sans savoir que cette date marquait le début d'un compte à rebours de 92 jours qui allait aboutir à une rupture banale, mais que j'ai vécue alors comme le moment le plus douloureux de ma vie. J'en ai tenu ce voyage pour responsable. De retour en France, le 28 janvier 1985, j'ai choisi par conjuration de raconter ma souffrance plutôt que mon périple. En contrepartie, j'ai demandé à mes interlocuteurs, amis ou rencontres de fortune, quand avez-vous le plus souffert ? Cet échange cesserait quand j'aurais épuisé ma propre histoire à force de la raconter ou bien relativiser ma peine face à celle des autres. Et donc en fait, le livre est construit en 2 parties. Alors la première partie, donc, c'est toujours des livres-objets, hein, les livres de Sophie Calle. Il faut savoir que dès qu'elle a un projet, souvent il y a une exposition, il y a toujours un livre qui la plupart du temps est édité chez Actes Sud. Et du coup, c'est un livre-objet dans lequel donc, il y a un décompte de 92 jours, donc c'est des photos qui sont documentées. Et arrivé donc au point, la douleur exquise, on entre dans la deuxième partie. Donc là, c'est un peu à la manière de Raymond Queneau, elle raconte en fait, elle, sur la page de gauche en gris, sa douleur, et sur celle de droite, la réponse de ses interlocuteurs. Et en fait, au fil des pages, le gris s'estompe, l'histoire se réduit au même titre que sa douleur, qui du coup devient moins vive à l'écoute de celle des autres. Donc pourquoi je vous parle de Sophie Calle? Parce qu'en fait, il y aura un atelier en juillet qui sera animé par Claudine Londres et dans lequel elle abordera des œuvres d'artistes femmes, donc telles que Orlan, Yoko Ono, Sophie Calle. Et chaque temps d'écriture prendra pour départ une performance, une œuvre photographique. Et ça va être un stage donc, de 2 jours avec Claudine. Et je vous recommande vivement de vous intéresser à ça et de voir ce que ça peut provoquer chez vous. Et je suis sûre que ce sera des énergies très fortes qui pourront vous accompagner. Voilà, bonne écriture. Bonjour à tous, donc moi je suis Victor et j'ai décidé aujourd'hui de vous lire Titu Lecoq,
son livre « Honoré et moi ». Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Alors déjà, pourquoi j'ai choisi Titu Lecoq? Puisque c'est donc une journaliste et écrivaine que je lis depuis longtemps, depuis qu'elle écrit ses articles sur Slate. Et en fait, j'ai toujours tout de suite été très impressionné par son style parlé, son humour très fin, son sens de la formule. En fait, je me disais déjà à l'époque, j'aimerais énormément savoir écrire comme ça, de manière aussi spontanée. Alors pourquoi ce livre? Ce livre, pour moi, c'est une des clés les plus intelligentes pour aborder les grands auteurs aujourd'hui qui font si peur aux collégiens. C'est une déclaration d'amour à Balzac, mais pas le Balzac qu'on connaît depuis qu'on a 15 ans, c'est-à-dire pas ce monument littéraire sacralisé par l'éducation nationale, mais plutôt l'homme qu'il était. Et donc il y a l'idée derrière ce livre de déconstruire un mythe, mais pas de déboulonner la statue. Bien au contraire, en fait, en montrant ses problèmes d'argent, ses mauvais choix, ses failles, sa servitude un petit peu volontaire devant sa famille, devant la société, devant les femmes, elle nous invite finalement à l'aimer d'autant plus. Et puisque finalement, elle arrive à le rendre accessible. Et ça, je trouve ça quand même assez fort. Le passage que je vais vous lire est à la fois assez éloquent sur le style de Titu Lecoq et en même temps raconte ce que va développer le livre. Sur Balzac, il y a des formules auxquelles on n'échappe pas. Forçat de l'écriture, puissance de travail herculéenne. Prométhée enchaîné à son bureau 18 heures par jour, ne s'accordant des pauses que pour se shooter au café. Et à l'époque, ce n'était pas de l'instantané frelaté. Il écrivait la nuit pour ne pas être dérangé par le bruit du monde ou les huissiers de justice. Ce rythme de travail, ainsi que le nombre de ses ouvrages, plus de 90 romans et nouvelles, explique que pour parler de Balzac, on emploie n'importe quel mot du champ lexical de la force accolé à un nom de demi-dieu, ce qui donne l'impression qu'il allait lui-même dans la forêt de Saint-Cloud abattre les arbres à main nue pour fabriquer du papier. Le mythe de la force balzacienne apparaît dès le jour de son enterrement, lorsque Victor Hugo, face à son cercueil, sous la pluie, évoque ce travailleur puissant et jamais fatigué, qui saisit à bras-le-corps la société moderne, qui arrache, fouille, dissèque, creuse, sonde. Cette survalorisation de la puissance physique, pour évoquer une activité, écrire, qui consiste essentiellement à rester les fesses plantées dans un fauteuil, participe du mythe du grand homme. Ce qu'on raconte moins, que ce soit à l'heure de son enterrement ou pendant les cours de français, c'est que Balzac, ce n'est pas seulement le monument de la littérature française, le génie monstrueux qui dévorait gigots et cafetières. C'est aussi ce type qui a tout raté. Il existe un Balzac intime, humain, fatigué, qu'on pourrait nommer le plus gros poissard de l'histoire littéraire, et qui m'émeut et m'interroge infiniment plus que la figure du demi-dieu. Comment ne pas aimer un homme qui a cherché tous les moyens imaginables de faire fortune et s'est révélé le roi de la foirade? Voilà, je pense que dans ce passage, il y a tout le livre Honoré et moi. Et je tenais à vous dire du coup que Titu Lecoq animera cet été une journée avec, donc ce format dont on vous a parlé avant de 6 heures. Voilà, allez-y. Je laisse la parole à Chloé. Bonjour. Alors moi je vais vous parler de Lolita Pie, notamment d'une adolescente. Et en fait pour la petite histoire, je connais Lolita Pie, je l'adore, je l'estime, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'aime son écriture et surtout son parcours d'autrice. Et j'avais écouté un podcast sur elle, j'ai dévoré le roman dans le week-end. Toutes mes pages sont cornées. Pour les coulisses aussi de l'école Les Mots, c'est en réunion d'équipe. Élise, donc la cofondatrice de l'école, annonce qu'on va avoir une journée avec Lolita Pie. Donc j'étais juste en extase. Donc c'est le 11 juillet, à ne pas louper. Il reste pas beaucoup de place du coup, donc dépêchez-vous de vous inscrire. Et donc je vais vous lire un des nombreux passages de mes pages cornées. Une nuit de novembre 1960. L'écrivain Norman Mailer a poignardé sa femme Adèle Morales. Le New York Times relate ainsi la tentative d'assassinat d'Adèle Morales par son mari Mailer, qualifiée depuis la presse française d'incident, d'épisode ou de coup de sang. Le samedi 19 novembre 1960, Norman Mailer a poignardé Adèle avec un canif. Après une fête, la tuant presque. Il l'a déchirée à travers la poitrine, manquant de peu son cœur. Il l'a ensuite poignardée dans le dos. Il y avait de quoi exciter la compassion dans les milieux littéraires américains et français pour des décennies. Pauvre Mailer. Il devait avoir bu un coup de trop. Il ne faut pas déconner avec les durs comme Mailer. Comme ce serait dommage que ce putain d'incident entache sa réputation, nuise à sa vie et à son souvenir.
Cette femme, Adèle Morales, que ne s'est-elle abstenue de se faire poignarder par notre idole? Et Bukowski, remis jusqu'au fond de l'être. Le geste de Myler, l'impossibilité de l'être humain. Quant à la victime, Adèle Morales, pardon, la victime c'est Myler. Il n'y a qu'une victime. Myler, victime des féministes. Ces femmes déchaînées iront jusqu'à insinuer que poignarder sa femme est un crime. Elles réclameront que Myler, un héros, un génie, un mec qui a des couilles, soit jugé, s'il n'était qu'un simple citoyen. Ces hystériques ne comprennent rien à la complexité de l'âme masculine. Il paraît qu'un peu de viol ne lui fait pas de mal. Victime, dites-vous, Adèle Morales? Écoutez plutôt ce qu'en dit Marie Derbonne, la biographe de son mari. Avec sa ténébreuse et frappante allure et son beau corps, Adèle Myler semblait transpirer la sexualité. Bon. Et maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez au nom de quoi les milieux littéraires américains et français devraient condamner la tentative d'assassinat de Myler, sachant que la victime Adèle Myler était ténébreuse et transpirait la sexualité. J'aimerais que vous me donniez une bonne raison pour que ces milieux, l'élite, n'adulent pas au contraire Myler à l'égal d'un preux et pas malgré pour sa tentative d'assassinat. Il s'est passé que le 19 novembre 1960, avec son canif, Myler a attaqué la femme sombre et sexuelle. Comme un saint finalement, comme un ange, comme Saint Georges, le plus beau de nos saints, tueur de serpents, lorsqu'il a percé de sa lance, juché sur son cheval, la gorge de la bête, le mal incarné, le dragon, Lilith. Ayez toujours soin de créer les anges et les dieux à votre image, et les démons et les monstres à celle des autres. Il vous sera loisible de les tuer et les violenter sans difficulté morale, avec le bien qui vous souffle dans le dos, sous les applaudissements de la communauté. À chaque sexe, ses ailes. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir Lolita Pie. Donc là, je vous ai dit un extrait d'une adolescente, et je recommande aussi fortement Hell, un autre de ses romans. Et je laisse la parole à Héloïse. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai décidé de vous parler d'un livre de Marie Darrieussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes, dont le titre est tiré d'une superbe citation de Marguerite Duras. Et dans ce livre, les descriptions de paysages sont magnifiques. C'est pourquoi j'ai choisi 2 passages que je vais vous lire. Elle se réveilla au-dessus du Mali, se rendormit. Elle se réveilla au-dessus de Kano pour le plateau petit déjeuner. Le sol était orange vif. Elle apprenait le nom des lieux sur l'écran de vol. À Jos, il y avait une rivière et un grand triangle sombre dont elle ne savait dire si c'était un lac ou un massif rocheux. Puis des barres grises, parallèles, se succédant. Puis des nuages. Soudain, le mont Cameroun, une île rouge dans la mer Blanche. Puis on amorçait la descente sur Douala. On ne voyait rien, ni la mangrove promise par Google Earth, ni l'avancée du fleuve dans la mer. On se posait dans un nuage d'eau chaude. Elle ôta son pull. Le nuage était dans la ville, dans l'aéroport. Il sentait le carburant, les égouts et le sucre. La mer formait une vague sous l'horizon, là où le vert finissait par s'exténuer. Une barre gris-blanc, une embouchure, la terre ouverte, le tout extraordinairement large et plat, et diffus, retenu hors de l'inexistence par quelques molécules en suspens. De ce côté, le campement des pêcheurs nigérians. De l'autre, la mer, les lodges, la vase devenue du sable, les palétuviers devenus des cocotiers. On soulevait à chaque pas des crabes araignées et des puces de mer. La pluie se rapprochait, la pluie de l'équateur, avec un arc-en-ciel comme un jet de baleine qui faisait le pont vers la Guinée. Alors pour la petite anecdote, Marie Darrieussecq a écrit ce livre pendant un voyage au Cameroun, et elle organise justement un atelier à l'école d'écriture Les Mots le 28 juillet autour de ce livre et de beaucoup d'autres, et elle va parler de tout ce qui est sa méthode, sa manière d'écrire. Donc je vous invite grandement à rejoindre cet atelier.